Donc on est dans une session d'innovation et moi je suis très honorée de faire partie de ce congrès. Une de mes visions en tant que personne de la diaspora marocaine aux États-Unis, j'avais une vision de revenir à mon pays d'origine et de participer à l'éducation, aux enseignements. Donc c'est une partie de ma vision qui se réalise, alhamdoulilah. Et donc j'avais rencontré professeur Aid il y a un peu plus d'un an. La connexion est vite passée, j'ai vu son énergie, c'est super vibe, c'est toutes les bonnes contributions qu'elle faisait ici au niveau du Maroc. Et donc là, il y a quelques mois, quand elle m'a contactée pour venir parler, non pas de virologie ou d'infectiologie, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'ai parlé de coaching. Donc j'ai tout de suite dit oui, et voilà quoi. Donc, oui, je vais me présenter un petit peu parce que je ne vais pas parler d'antibiothérapie, ok? Donc, je suis docteur en sciences, mais plutôt biologie moléculaire, pharmaco. Je fais de la neuroscience à New York, un postdoc en neurosciences, genomics. Je travaillais sur le cerveau plutôt. Et au cours des années, j'ai réalisé que c'était pas vraiment ma passion, d'accord? Super article, c'était pas mon truc. Disséquer des souris en longueur de journée, c'était pas moi. J'avais besoin de plus de contact humain. Et donc, au fil des ans, j'ai changé de carrière 40 000 fois. Ouais, peut-être pas autant, mais énormément de fois. Et donc, j'ai fait du management consulting avec les compagnies pharmaceutiques, les compagnies de healthcare. J'ai enseigné, je continue d'enseigner des cours de management à New York et ici à Casablanca. Et donc, en fait, j'ai atterri dans le domaine du coaching parce que vraiment, j'étais passionnée par aider les équipes, à aider mes collaborateurs à avancer et à atteindre leur potentiel. Donc, c'est ce qui me passionne le plus. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec différents cadres à New York et maintenant, je commence à travailler avec des gens à Casa aussi, donc j'en suis ravie. Et donc, pour les aider à se réinventer, à gérer leurs équipes, à gérer des programmes. Et donc, ça coïncide avec ce dont je vais parler aujourd'hui. Et en fait, juste une petite allusion à un résultat des recherches que j'ai fait. Je viens de publier un livre. Bon, je ne suis pas là pour vraiment parler de moi, mais il faut le faire, d'accord? Mais je partage parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés. Et donc, il sera disponible à l'accueil un prix promotionnel, 50% du prix de lancement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le demander. Alors, donc, je me disais, est-ce qu'il y avait un petit lien avec l'immunologie, l'infectiologie? Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer professeur Odile Launay et je me suis rendu compte qu'il y avait un lien. En fait, j'ai fait ma thèse de doctorat à Paris, à l'Institut Cochin, dans un laboratoire qui travaillait sur le HIV. Mais bon, moi j'ai fait un autre projet de recherche, c'était sur les souris qui avaient des souris transgéniques, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un lien par rapport à ce qui est présenté dans ce congrès. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, avant de parler du coaching per se, je voulais parler des différentes phases de développement des équipes. D'accord? Dans toute formation d'équipe, il y a différentes étapes. Il y a 4 étapes principales. La première, c'est l'étape de formation de l'équipe. Alors, à cette étape-là, les personnes qui viennent ensemble, elles ont une vision commune, elles sont toutes motivées pour faire un travail collaboratif, il y a un alignement des objectifs et tout le monde est là pour partager. Après un certain moment, il y a l'étape qu'on appelle storming, donc ça commence à dégénérer un petit peu. Et donc, les attentes ne sont pas réalisées, on commence à se poser des questions, les systèmes de valeurs ne sont pas alignés, il y a des petits problèmes, il y a des conflits, et il y a même des fois des comportements de sabotage. Okay?
Mais bon, mais c'est une étape qui est très, très, très importante. Il ne faut pas avoir peur du conflit, il faut gérer le conflit parce qu'en fait, ce sont des occasions pour se connaître et pour connaître les forces de chacun et pour pouvoir les utiliser à bon escient. L'étape suivante, c'est l'étape de normalisation, de norming phase. Et donc, à ce moment-là, on établit des processus, on commence à systémiser ce qui doit l'être, on identifie ce qui marche, ce qui ne marche pas, tout ce qui est redondant. Donc, il faut que ça soit bien, bien finalisé, bien ficelé pour qu'on avance et pour qu'on gère mieux le temps. D'accord ? Et stage number 4, c'est l'étape où on performe. On est bien, on se connaît bien, on travaille ensemble, on apprend à gérer les conflits, on apprend à maximiser le temps, d'accord ? Et c'est là où tout se passe pour le mieux. Alors, ceci dit, il faut se rappeler qu'il y a toujours des défis, d'accord ? Et donc, les défis les plus fréquents, ce sont des défis par rapport à la communication. Donc, il y a une communication qui n'est pas efficace. Il y a un manque de clarté dans les messages. Donc, il y a différents membres d'équipe et chacun reçoit un message différent. Chacun prend des décisions lui-même. Il y a des difficultés à partager les informations du jour. Peut-être qu'il n'y a pas des procédures qui sont claires. Et donc, il y a des erreurs qui sont commises. Un autre défi, c'est le défi de la coordination entre les différents acteurs. Et je suis sûre que chacun de nous a déjà travaillé dans des équipes où il y a eu des problèmes de ce genre. Et donc, des fois, si on regarde les programmes de santé, donc il y a différents problèmes de collaboration à différents niveaux de soins, niveau primaire, secondaire, tertiaire, des difficultés à impliquer les différentes parties qui sont impliquées. Troisième type de défi, les ressources peuvent être limitées. Donc, c'est le professeur Heikel qui parlait du budget tout à l'heure. Donc, pénurie de personnel formé, pénurie de ressources financières. Moi, j'avais arrêté un petit peu la recherche parce que j'en avais marre d'écrire des grants et de ne pas avoir de financement. Mais ce n'était pas la seule raison. Ce n'était pas la raison principale. Les ressources limitées, donc accès limité à des outils technologiques pour la gestion des programmes et aussi la résistance au changement. People don't like change. D'accord, on est bien, on est dans sa zone de confort. Ah non, 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 moi j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'être dirigé différemment, j'ai pas envie d'essayer un nouveau protocole. Ça marche, je vais rester dans ma zone de confort. Eh bien non. Tous les progrès et toutes les innovations se font quand on se challenge. Quand on bouge au-delà de sa zone de confort, d'accord ? On arrive à un stade, et bien il faut pousser et aller à l'étape suivante. Et c'est là où l'innovation se passe, où les changements positifs arrivent. Voilà, et donc ces défis nécessitent une approche stratégique et collaborative pour améliorer la coordination dans les programmes de santé. Et c'est ce que le professeur Filali a fait allusion là, tout à l'heure. OK, donc... en ce qui concerne les objectifs de coaching, si on parle du coaching des programmes, il y a quatre volets. Il faut renforcer la collaboration entre les membres des différents groupes. Il faut penser à améliorer les compétences. Donc, chaque membre arrive avec des compétences spécifiques, mais il faut réfléchir à ce dont on a besoin et réfléchir à comment les améliorer aussi. D'accord ? Le troisième volet, c'est le volet de la communication. C'est important, c'est très très important. Il faut pas faire des assumptions, c'est ça ? Des hypothèses, voilà. Donc il ne faut pas poser des hypothèses, il faut dire les choses clairement, voilà. Voilà ce qu'on va faire, voici notre objectif, on en parle clairement. Personne numéro 1 va se charger de ceci, donc les rôles et les responsabilités doivent être bien définis, il ne faut pas que ça soit flou. Donc il faut faciliter la communication entre les différents acteurs et tirer le meilleur de chacun. Et l'innovation, donc qui est importante ici, promouvoir l'innovation, l'amélioration continue des programmes de coordination et en particulier les programmes de santé. Alors il y a 5 étapes, je dirais. La première étape, c'est l'étape de diagnostic. Et donc au cours de cette étape, il faut évaluer d'abord les besoins pour identifier les défis actuels. Et cela peut se faire à travers des entretiens avec chacun des membres qui sont impliqués.
Évaluation des compétences cliniques, relationnelles de chaque médecin, de chaque collaborateur. Et ceci peut se faire par des tests. Donc, il y a des assessments, comme les tests de personnalité. Il y a le MBTI, Myers-Briggs. Ça s'appelle aussi un test de 16 personalities. Donc, il y a 16 personnalités. On essaie de se comprendre. On essaie de comprendre qui a une personnalité de leader, qui c'est qui aime exécuter, qui c'est qui aime les détails, l'organisation, qui c'est qui est doué pour le relationnel et qui sait gérer les conflits, qui est pour l'harmonie. Donc il y a différents types de personnalités. Un autre volet, il faut faire la SWOT analysis, analyser les forces et les, je dirais, j'aime pas utiliser faiblesse, mais plutôt les domaines de improvement. Voilà, les domaines d'amélioration de chacun, et pour identifier les compétences clés, les talents spécifiques, les spécialités, et pour combler les lacunes, d'accord? Et il y a quelqu'un qui a parlé de valeurs, je pense que c'est le docteur Castan. Identifier les valeurs. Les valeurs sont très, très importantes. Quand on travaille avec des personnes qui ont des valeurs similaires et qu'il y a un alignement, eh ben, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble. Quand ce n'est pas le cas, okay? Donc, il faut l'alignement. Et il faut aussi parler des comportements qui sont acceptés ou pas. Il faut identifier les dynamiques de pouvoir, et, les conflits d'intérêts, je dirais, okay? Les interactions entre les différents membres, les leviers pour encourager la collaboration. Donc il faut faire attention à toutes ces petites choses. Et c'est là où ce que j'appellerais, en fait, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle entre en question. Et il y a des formations sur ça aussi, okay? Pour avoir... pour prendre conscience de soi, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, pour gérer les conflits, prendre des décisions, gérer les problèmes. Et aussi, très important, comprendre les motivations individuelles. Faire plaisir à tout le monde pour qu'ils viennent travailler dans la bonne humeur. Okay? Et comprendre les dynamiques interpersonnelles et les enjeux spécifiques. La deuxième étape, c'est celle du développement de la mission et des objectifs. Donc, avant de commencer tout programme, tout projet, il faut bien établir la mission. Donc, moi, je parlais tout à l'heure, professeur Head, je sais qu'elle est very, very driven. Elle a une vision, elle a une mission, et donc, en fait, elle a réussi à rassembler toutes ces personnes autour d'elle. Ben, ça ne se fait pas comme ça, ok? Il y avait une mission, elle a une mission, elle est en train de l'exécuter, il y a des objectifs spécifiques, et il faut développer un plan d'action, il faut avoir un timeline précis, on ne va pas faire juste comme ça. Communiquer la mission collective, définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, et bien sûr offrir des ateliers de formation pour augmenter les compétences. Voilà, et puis quand il s'agit de coaching, eh bien, il faut organiser des sessions de coaching individuelles, en groupe. Il y a des possibilités de faire des jeux de rôle, de simulation pour développer des compétences à un niveau pratique, favoriser la responsabilité collective et capitaliser sur les points forts de chacun. D'accord? C'est ce que les leaders se font. D'accord? On ne peut pas faire les choses à un niveau individuel. Alors, je voulais juste parler du modèle de Lencioni, parce qu'en fait, c'est une framework qui est vraiment, vraiment très, très importante et qu'il faut garder en tête. Pour avoir une cohésion au sein de l'équipe, la première des choses, c'est d'établir un climat de confiance. S'il n'y a pas la confiance, c'est très dur de passer aux étapes suivantes. Il faut encourager le conflit pour passer aux étapes où les gens sont de plus en plus engagés, pour qu'ils prennent la responsabilité et pour qu'on arrive à des résultats ensemble. OK? Voilà. Et puis après, il faut faire le suivi, les évaluations. Il faut encourager le feedback de façon régulière. Il faut établir des KPIs, Key Performance Indicators, pour mesurer l'impact du travail, l'impact des formations, favoriser l'environnement d'apprentissage et
En fin de compte, il faut passer à l'adaptation et l'amélioration de ce qui a été fait. On réajuste et puis on voit qu'est-ce qui a marché, on en fait plus, ce qui n'a pas marché, et on encourage le feedback formatif aussi. Voilà, et donc là je termine. C'est bon. D'accord, donc les key takeaways, il faut vraiment clarifier la mission du programme, les rôles, les responsabilités, ça c'est vraiment crucial. Développer les compétences de chacun, valoriser les gens avec qui on travaille, parce qu'en fait, quand on fait ça, on peut avoir beaucoup plus de participation et se concentrer sur l'innovation et le partage des best practices. Donc, quand on sait quelque chose, il ne faut pas le garder pour soi et puis partager. Et là en fait, j'ai vu une pratique de cela. Il y a la Spiffle et l'Ampic qui ont établi un partenariat, donc ça c'est génial. Et encore une fois, je voulais juste vous dire que vraiment j'étais honorée de faire partie de ce congrès, parce qu'en fait il y a beaucoup de valeurs qui me sont chères au cœur, comme la passion. J'ai vu la passion du professeur Hind, j'ai vu la vulnérabilité et l'authenticité du docteur Castan, le dévouement de professeur Myambe, elle est où Yousra? Les super positive vibes de docteur Yousra, et puis tout le monde, de tous les participants, et puis je suis honorée de la présence de docteur Filali, professeur Louardé, donc merci de m'avoir inclus avec vous. Voilà. Merci à vous, Loubna. Un grand merci.